Suite de notre page spéciale élection, après donc le discours de Netanyahou et on va dire de l'alliance Likoud, foyer juif et également les autres partis de droite qui sont réunis ce soir place Rabin. On retrouvera tout à l'heure Julien Baloul. On va évoquer évidemment la suite maintenant de cette campagne. Je vous rappelle que Yair Lapid sera notre invité tout à l'heure, tête de liste Yesh Atid. Nous recevrons demain Yitzhak Herzog qui lui évidemment est la tête de liste de l'Union sioniste en compagnie de Tzipi Livni. Nos invités ce soir, Meir Dahan, bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, vous êtes lieutenant-colonel de réserve dans l'armée israélienne, mais votre épouse est candidate sur la liste Union sioniste, ce qui fait de vous un sympathisant, un peu plus d'ailleurs que l'Union. Plus que sympathisant. Voilà, merci d'être avec nous en tout cas. Olivier Rafovitch, qui lui aussi est colonel de réserve dans l'armée israélienne, notre expert militaire, bonsoir. Bonsoir. On parlera justement des questions de sécurité dans cette campagne, qui ont été évoquées d'ailleurs tout à l'heure par Netanyahou, en évoquant justement le fait que, par exemple, Jérusalem ne serait jamais divisée, comme l'a rappelé le Premier ministre, pour en tout cas son programme, comme le fait qu'il n'y aurait plus de retrait de territoire, comme il l'a également martelé à plusieurs reprises. Donc on verra là-dessus quelles sont vos opinions. On va également s'intéresser à un autre personnage de cette campagne. Il s'agit d'Avigdor Lieberman, le ministre des Affaires étrangères, qui mène campagne. On sait qu'il est en difficulté dans les sondages. Il était aujourd'hui justement en Cisjordanie pour tenter de refaire son handicap dans les sondages. C'est un reportage d'Ouri Shapira avec Leslie Rezouké. C'est sous haute sécurité que le ministre israélien des Affaires étrangères Avigdor Lieberman s'est rendu en visite au tombeau des patriarches. Un lieu saint à la fois pour les juifs et les musulmans dans la ville divisée d'Hébron. La visite était tenue secrète afin d'éviter d'embraser un lieu déjà sensible. Le vrai camp patriotique est ici et nulle part ailleurs. Partout ailleurs, ce ne sont que des paroles. En 2011, le président du Likoud de l'époque, Ariel Sharon, avait fait une visite controversée sur le mont du Temple. S'en était suivie la seconde intifada, une révolte palestinienne en Cisjordanie, à Gaza et en Israël, qui a fait des milliers de victimes dans les deux camps. Nous voulons nous assurer que le prochain gouvernement s'affairera à éliminer le Hamas plutôt que de s'affairer à un nouveau désengagement. La ville d'Hébron est depuis des années le berceau de nombreuses violences. En 1929, des centaines de juifs avaient été massacrés. En 1994, Baruch Goldstein avait assassiné 29 fidèles musulmans en pleine prière au tombeau des patriarches. Aujourd'hui, ville disputée, Hébron accueille un millier de juifs. Des juifs confinés dans un quartier fermé et protégé, enclavés dans la ville arabe et entourés de dizaines de milliers de Palestiniens. À quelques jours des élections, cette visite est pour le chef du parti Israël Beitenu l'occasion parfaite de briguer les voix de la droite. En effet, les derniers sondages montrent un léger déclin du parti, mais la députée Orly Lévy reste optimiste. Je crois que les résultats seront meilleurs que ce que prédisent les sondages. Nous sommes en tournée dans tout le pays, nous voyons le public se réveiller et j'espère que ce public se souviendra qui le représentait dans les affaires sociales et économiques dans une coalition qui n'était absolument pas sociale, avec un ministre des Finances antisocial. Une simple visite à Hébron risque de peser peu aux urnes. Les détracteurs du parti, autrefois ralliés à sa cause, accusent Lieberman d'inconstance dans son programme social et politique. Saura-t-il rebondir? Réponse dans 2 jours. Alors on touche là l'une des questions évidemment épineuses dans cette campagne, celui par exemple des territoires, des implantations qu'elle sort justement après un éventuel changement de majorité ou pas. Meir Dahan, quand vous avez entendu tout à l'heure Netanyahou dire qu'il n'y aurait plus jamais de retrait de territoire, que Jérusalem resterait unie, ça vous inspire quoi? Quand on voit ses ancêtres au Likoud, alors il fera mieux de ne pas faire des annonces ce genre. Il doit y avoir une situation un jour. Quelque chose doit se passer. Malheureusement, la situation gelée qui était jusqu'à présent depuis quelques années manque de stratégie, que la seule stratégie a été qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il n'est pas faire. Alors ça nous a amené à une situation aujourd'hui que le monde entier nous regarde d'un œil très négatif. Et malheureusement, je crains que la solution sera nous imposer de l'extérieur. On devra vivre avec. Je crains qu'on est arrivé à un stade où ce n'est plus la question. Il nous faut Israël à l'intérieur solide. On a pas mal de problèmes sociaux très graves et très importants d'une jeunesse entière qui n'a pas quoi faire avec elle-même et ne voit pas son avenir, et c'est ça qu'il faut travailler. Ça ne sert à rien d'avoir une société faible et pouvoir soi-disant gagner quelque chose avec une armée forte.
Ce qui est intéressant dans cette campagne, et là je vais parler non pas de la campagne, mais du jour d'après la campagne, puisque après la campagne, les émotions vont s'arrêter, les discours vont s'arrêter, et les vrais problèmes vont être sur la table des dirigeants, qu'ils soient cela ou ceci. Aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'aucun parti, enfin, en tout cas, si on parle de ceux qui veulent remplacer Netanyahou, n'ont pas vraiment, présenté ou expliqué leur plan de paix. Effectivement, on parle de vouloir changer la situation, de vouloir faire prendre des initiatives, mais il n'y a pas de clarté dans la solution. Parce que la solution semble ne pas être seulement entre les Israéliens et les Palestiniens. Si on parle de l'avenir d'Israël, il y a en Israël aujourd'hui presque 2 millions d'Arabes israéliens, qui sont des citoyens israéliens à part entière, qui ne sont pas fondamentalement sionistes et qui ne le seront jamais, et qui ont peut-être demain des velléités, en voyant s'il y a des dispositions de faire des changements territoriaux, également eux d'évoluer et de faire des demandes, voire des demandes de changement de leur statut. Donc tout cela réuni fait que la gauche aujourd'hui n'ose pas aller au-delà, la droite effectivement ne veut pas aujourd'hui parler de négociation ou de changement territorial. Il y a quand même des hommes qui osent parler de ce changement. Là, vous parliez de M. Lieberman. Lieberman, aujourd'hui, au-delà de tout, pense que la solution du problème israélo-arabe n'est pas entre les Palestiniens et l'État d'Israël, mais entre la notion d'État juif et démocratique et les Arabes à part entière, qui sont arabes israéliens et palestiniens. Donc c'est aujourd'hui une des seules voix qui parle d'un règlement global du problème israélo-arabe avec également les Palestiniens. Les autres n'en parlent pas aujourd'hui. Je crois que cette question-là va être une question brûlante lorsqu'on parle, et lorsqu'on parle de tous les, en tout cas lorsqu'on entend le discours qui veut parler d'un État juif et démocratique. Si on veut rester juif et démocratique, ce qui est la volonté d'un État d'Israël fort, juif et démocratique, ce problème palestinien, mais également arabe-israélien, va devoir d'être discuté. Est-ce que les partis auront la force, auront la volonté d'en parler? Vu aujourd'hui la situation avec un parti arabe qui semble avoir entre 13 et 15 mandats et peut-être se rallier à une des coalitions, en tout cas de loin ou de près, je ne sais pas encore, ça reste un élément très compliqué. Et je suis encore une fois aujourd'hui dans une attente. Je n'ai pas entendu suffisamment de questions militaires et sécuritaires. Le dossier social, économique a été mis sur la table, mais l'État d'Israël est avant tout un État juif qui est toujours menacé de destruction physique et totale par des gens qui veulent le menacer. L'Iran, comme le dit aujourd'hui Kerry, s'approche d'une solution. La Chine aujourd'hui nous déclare que l'Iran veut la bombe atomique. C'est que cela va être sur la table de demain. Comment elles vont être vues et discutées? Écoutons-nous, écoutons-vous. Je suis très navré que vous mélangez les deux populations arabes, celle israélienne et celle de territoire. Et car ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. C'est vrai que ce serait très difficile de les rendre sionistes, mais avec le temps, j'espère que les choses changeront. Ça dépend de nous. Ça commence chez nous. Parce qu'il s'agit des Israéliens. Point. Ça veut dire que si demain il y a 3 millions d'Arabes israéliens, non, juste une question. Si demain il y a 3 ou 4 millions d'Arabes israéliens, et on va dire 5 ou 6 millions d'Arabes... Depuis ma jeunesse, on me parle de problèmes démographiques. Grâce à Dieu, jusqu'à présent, le problème démographique travaille de l'autre côté. Nous sommes aujourd'hui 7 millions, ils sont 1,3 million. Oui, exact. Ils sont 2 millions et nous sommes 6 millions. Ils sont 1,3 million exact. Nous sommes 7 millions. Nous sommes 6 millions malheureusement, mais bon, peut-être plus demain, j'espère. On est loin du problème démographique, il y a des choses à traiter. C'est pas le point. Tout ce que vous venez de dire jusqu'à maintenant, il n'y a pas droite ou gauche dans tout ça. D'ailleurs, Sharon s'est levé un jour et nous a montré en plein visage qu'il n'y a pas droite et gauche en Israël. Regardez Kadima, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y avait de tout et de toutes les parties. Ils étaient tous là-bas à essayer de mener une action qui malheureusement a été échouée. Ce n'est pas un problème de droite et gauche. Aujourd'hui, Herzog n'est pas gauche, comme Bibi, avec tout le respect, n'est pas de droite, parce que ses actes ne montrent rien du tout, ni droite, ni gauche, ni centre. Il est buté à gérer un gouvernement qui n'a pas de gestion. Et c'est ça le drame. Et c'est ça notre problème aujourd'hui dans ces élections. Les meilleurs sondages que Bibi a jamais eu jusqu'à aujourd'hui étaient le plus haut, c'était le 25 mandats. Aujourd'hui, il est à 22, il y en a qui parlent de 18,
peu importe. 25 ou 18, on ne gère pas un pays avec ça. On ne monte pas un gouvernement, ils sont obligés de faire un mélange. C'est d'une façon ou d'une autre. Mais le gauche est pareil. Ouais. Donc, le problème, c'est dans le système. C'est-à-dire que le citoyen israélien doit voter aujourd'hui uniquement pour le problème social. Le reste, écoutez, il ne faut pas être naïf. Ni l'un ni l'autre ne pourra pas résoudre le problème arabo-israélien, palestine-israélien. Ni l'un ni l'autre. Sans avoir un consensus interne, ce problème ne sera pas résolu. Il reste encore qu'il faut trouver un associé en face. Mais c'est un autre problème. Okay? Il faut d'abord se lever le matin avec une stratégie. Les 6 dernières années, on ne se lève pas avec une stratégie. On voit les choses se dégrader de tous les points de vue. Niveau mondial, niveau interne. Ce qui m'intéresse le plus, c'est l'interne aujourd'hui. Aujourd'hui, un couple de jeunes de leur trentaine se lèvent le matin, travaillent très très dur, finissent leur journée et ne finissent pas le mois. On parle pas d'investissement, d'achat de biens quelconques. Ce n'est plus notre génération. Je suis d'accord avec vous sur l'importance du social. Je vais vous dire quelque chose. C'est des simples, c'est des petites décisions qui ont été prises en cours de route. Par exemple, on impose, la Banque d'Israël, la Banque centrale, impose aux banques de garder un capital propre de 13%. Vous savez ce que ça veut dire ? Des milliards posés dans les dépôts, dans les sous-sols de la Banque d'Israël, et les banques sont obligées de lutter et augmenter leurs primes. Sur le compte de qui ? C'est vous et moi. C'est pas les tycoons qui le payent, c'est vous et moi. C'est nos enfants. Vous imaginez un pays qui dégage par an entre 7 à 10 milliards de shekels par an de bénéfices nets pour le système bancaire? C'est inimaginable. C'est nous qui payons, ce n'est pas les grosses sociétés. Tout le budget de l'État d'Israël se pose sur nos épaules. Oui, c'est anormal, il faut changer. Alors, encore une fois, le social est important pour tous les êtres humains, dans le monde entier. Non, mais c'est clair. C'est une réalité, c'est une vérité, je dirais presque... Mais vous savez, excusez-moi de vous interrompre. Vous envoyez demain votre enfant, moi j'ai 2 enfants, un qui est déjà officier et l'autre qui démarre son stage d'officier. J'ai 4 garçons. La semaine prochaine, j'ai 7 garçons à la maison, okay? Et dont 4 sont déjà à l'armée, le 5e s'engage dans quelques mois, dont 2 officiers, et je vais vous dire... Ces jeunes sont appelés, malheureusement, avec nos expériences. Ces dernières années, on était appelés plusieurs fois à de différentes opérations, guerre ou n'importe quoi. Et nos enfants, malheureusement, sont appelés à le faire aussi. Là, dernièrement, j'étais à la bande de Gaza avec mes 2 enfants. À l'intérieur, c'est anormal. Un père et 2 enfants sous le feu. C'est un cauchemar. Ces jeunes, on veut être engagés à fond. Quand ils reviennent à la maison, ils n'ont pas le calme, ils ne voient pas l'avenir. Regardez de quoi on a dit. Répondez là-dessus. Juste, au-delà donc des problèmes sociaux, et je suis avec vous de tout cœur pour que la vie soit meilleure pour tous. La réalité politique et surtout militaire en Israël et autour d'Israël, qui n'est pas dépendante de vous, ni de tel leader, ni de l'autre leader, fait que vous pouvez demain faire un plan magnifique pour les hôpitaux, pour l'éducation, pour renforcer ce que vous voulez, et vous également avoir une guerre sur la tête. Dans cette guerre sur la tête, malheureusement, l'environnement autour d'Israël fait qu'il y a des impondérables, il y a des incertitudes que vous connaissez, que nous connaissons, vous et moi, depuis des années, qui font que les plans à long terme, même à moyen terme, souvent se cassent parce qu'il y a un événement majeur qui arrive. Vous savez, la guerre de cet été a commencé avec, malheureusement, le kidnapping de 3 jeunes Israéliens. Et une guerre a eu lieu ensuite. Maintenant, cette guerre-là a coûté des milliards. Il y a eu des dizaines de morts, malheureusement, des centaines de blessés. Un pays qui a été pendant des mois et des mois handicapé. Et également, donc, des conséquences économiques très graves. Encore une fois, il faut être franc avec nous-mêmes, également avec tous les côtés. Il y a des discussions au niveau économique, mais également une réalité qui fait que l'État d'Israël, malgré ce qu'on dit, est quand même toujours dépendant d'un environnement militaire et sécuritaire extrêmement sensible et qui change. Vous savez, Daesh a commencé à être ce qu'il est il y a à peu près 1 an. On ne sait pas ce qui va se passer demain matin. Je viens de parler en soirée avec une équipe de journalistes de Belgique qui viennent, ils ont des informations, ils vont à la frontière nord d'Israël, ils regardent des choses que nous regardons d'un certain œil aujourd'hui à la veille des élections. Il y a une inquiétude grave en Europe par rapport à ce qui se passe. L'Iran demain, s'il obtient la bombe atomique,
et qu'elle devient de nouveau un danger immédiat. Vous croyez que la politique sociale sera la même? Elle devrait être différente parce qu'il y aura d'autres dépenses. Donc, encore une fois, le social est important, mais les partis politiques aujourd'hui ont essayé de tout faire pour mettre le problème sécuritaire, je dirais presque le problème israélien de cette anormalité d'Israël au Moyen-Orient de côté, pour vendre un produit qui est un produit magique. On veut tous mieux vivre, moi-même, vous-même, et également notre ami ici sur place. Mais l'État d'Israël n'est pas un pays comme les autres. Soyons également conscients de cela, et nous dépendons de beaucoup de choses, pas seulement de nous-mêmes. C'est pourquoi, justement, et Herzog n'arrête pas de le dire, il faut améliorer notre situation vis-à-vis du monde entier, les États-Unis, l'Europe, parce que vous savez très bien, on n'ira pas trop dans les détails, mais on est capable de mener une guerre à un certain moment. À partir d'un certain moment, on a vraiment, vraiment besoin de tas de choses autour de nous. Il faut compter, on doit compter sur nous-mêmes, bien sûr, mais on ne peut pas compter que sur nous-mêmes. Il nous faut de l'aide. Si une guerre prendra plus de temps, si l'opération sera plus large, vous pouvez imaginer les conséquences. Tout à fait. C'est pourquoi aujourd'hui on doit renforcer nos relations vis-à-vis du monde, chose qui a été complètement détruite. Vous savez, le problème iranien, ce n'est pas un problème israélien. C'est aussi un problème d'Israël. Soyons également... parce que le rendre seulement problème des autres, c'est une réalité. Mais je n'irai pas dans les détails techniques, qu'est-ce qui va se passer s'il y aura une bombe et si elle sera utilisée, etc. etc. On n'ira pas là. Si une situation de cauchemar pareil se réalise, nous ne sommes pas les seuls qui souffrent. Et la souffrance a des réponses et elle est très limitée. Malgré tout. Donc il ne faut pas voir le tout dans ce point. Ce n'est pas le cas. Le problème d'Iranien, je veux dire, on se concentre, Iran. Oui. Ce n'est pas la seule menace. Il n'est pas une menace qui nous... ce n'est pas notre défi. Ce n'est pas que notre défi. C'est à la portée du monde entier, surtout d'ailleurs quelques pays arabes. L'Arabie saoudite, etc. Enfin, des tas de pays arabes qui ont peur de ce qui se passe. Et ils sont très, très, très heureux quand ils voient le débat entre nous et les États-Unis à ce sujet, parce qu'on fait leur combat. Chose qui est malheureux. Les États-Unis sont inquiets, les États-Unis se battent contre ça. Assez ou pas assez, on avait le temps de le faire. On a fait de notre mieux. Dagan l'a bien insinué, il n'a pas bien sûr détaillé, mais il a bien insinué. Dagan, l'ancien chef du Mossad, qui a parlé contre Netanyahou là-dessus. Ce n'est pas la question de contre Netanyahou. Il a évoqué la situation. Il a dit clair et net, il n'a rien de personnel contre Netanyahou. Il a dit que le trajet était faux, n'était pas introduit et guidé assez bien. Mais encore, on revient au même problème. Quand on a du mal à gérer notre propre gouvernement, écoutez, c'est la première fois en Israël qu'au milieu de la guerre, de l'intérieur du cabinet, il y a eu des critiques sans arrêt, tous les jours, toute la journée, de son cabinet de sécurité. Oui, cabinet de sécurité. Oui, cabinet de sécurité. De l'intérieur. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à gérer avec 20 ou 22. Avec Lieberman, la dernière fois, ils étaient en tout 29 ou 30, un truc comme ça. Donc lui, il pesait dans les 18 mandats. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il passe son temps à faire des manipulations à l'intérieur, rien que pour gagner la journée, pour sauver la journée. Et on ne parle pas des autres histoires, ce n'est vraiment pas le sujet. Donc notre vrai problème aujourd'hui, avec le peu qu'on peut, c'est d'abord essayer de convaincre le public de voter sur les deux grandes parties. C'est un peu naïf, je m'excuse, mais c'est un peu naïf de nous dire, de penser même que parce qu'il y aura un autre leadership, le monde va nous aimer. Vous savez, le monde aujourd'hui a sur l'agenda des choses très précises. Très précises. Ils veulent un État palestinien à tout prix, et peu importe le prix qu'Israël devra payer. Maintenant, si vous devez vendre un produit au monde pour que le monde vous aime au détriment de votre intérêt, c'est très dangereux. Ce que vous dites maintenant, ce soir, c'est que... D'ailleurs, le pas que Sharon a fait n'a pas été sous la pression du monde. Il a fait à son initiative. Aujourd'hui, le monde attend, les Européens, les Américains aussi, en tout cas Obama, veulent vite et à tout prix le règlement du problème palestinien. D'accord? Maintenant,
Pour Israël, c'est un problème, pas seulement un problème politique, c'est pas seulement un problème d'image, c'est un problème existentiel pour nous. Parce qu'il y a aussi au milieu Jérusalem. Et soyons également clairs avec nous-mêmes. Lorsqu'on veut régler ce problème pour les Européens, ils vous disent diviser Jérusalem, c'est pas un problème. Les Européens disent. Personne les Européens. Ils disent de nommer Jérusalem les Européens, le capital des deux pays. Oui, ça ne veut pas dire diviser. Bon. D'ailleurs, non, les Européens sont prêts à diviser Jérusalem. Certains Américains. Attendez. Vous savez, aujourd'hui, vous dire. On va régler le problème palestinien. Jérusalem, on va en faire une espèce de terrain comme ça, universel, international. Vous savez, on a un petit pays, malgré qu'on l'adore et qu'on le voit énorme, il est tout petit ce pays. On a avec Jérusalem un problème sentimental, émotionnel, politique et humain. Ou dans le quartier arabe de la vieille ville? Dans la ville de Jérusalem. Si pour vous... Attendez, la ville de Jérusalem, c'est un gros mot. Attendez, si pour vous le mur se trouve en territoire arabe, alors, vous savez... Pour vous, le mur se trouve où? Il n'est pas du tout territoire arabe, il est territoire juif, il restera à toujours, tant que je suis vivant et capable de porter des uniformes et mes enfants pareil, la vieille ville restera capitale d'Israël. Pour vous, mais vous savez... Jérusalem-Est, la partie arabe. Mais Jérusalem-Est, attendez, pour les Arabes... Ce Jérusalem-Est, elle est de 500 mètres carrés. Tout le débat, il est sur 500 mètres carrés. Donc, la division est déjà là. Le quartier arabe, ni lui ni moi, on approche. Ça ne nous intéresse pas, d'ailleurs. Oui, j'approche, mais je me balade là-bas. Mais ça ne m'intéresse absolument pas. Donc, dans votre perspective... Non, mais c'est important. Dans votre perspective pour l'avenir d'Israël, pour arriver à un règlement qui intéressera le monde et qui nous favorisera au niveau des relations internationales, vous êtes prêts? Non, mais c'est pas grave, on peut le dire. Vous êtes prêts donc La Jordanie appelle Amman comme son capitale. Non, mais vous êtes... mais moi, je vous parle à vous. La Syrie appelle Damas comme son capitale. Vous voulez imposer aux Palestiniens à quelle ville appeler leur capitale? Je vous demande seulement, êtes-vous prêts à diviser Jérusalem? Non, très simple. Mais je crois... Mais vous dites oui. Non. Auparavant, en me disant que les quartiers la division arabes... est faite, elle est sur le terrain, déjà. Alors? Maintenant, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourra évacuer les Arabes du quartier arabe dans la vieille ville? Dans le rêve qu'on veut imaginer, on peut évacuer quelqu'un de là-bas? Non, on veut le garder, c'est une domination israélienne. L'État d'Israël est né dans la guerre. Vous savez cela. Ok. Les Arabes n'auraient jamais donné Israël sur un plateau d'argent. C'est un pays qu'on a reçu et nos parents, nos grands-parents se sont battus pour l'avoir, ce pays. Et nous devons continuer à nous battre. Je sais, vous savez comme moi, bien entendu. Il semblerait que le combat n'est pas fini. Si malheureusement aujourd'hui on arrive à une situation où parce qu'il y a des Arabes en majorité ici et là, alors c'est à eux. Alors l'élément sioniste, l'idée sioniste est en perte. Et moi ce qui m'inquiète aujourd'hui par rapport à ce que vous dites, c'est qu'il y a en Israël effectivement aujourd'hui non pas 1,3 million d'Arabes, mais 1,8 voire presque 2 millions d'Arabes israéliens dans des régions qui sont totalement à majorité arabe. C'est-à-dire que ces gens-là demain, d'après votre réflexion, votre philosophie, s'ils sont en majorité là-bas, eh bien ils y restent. Et s'ils y restent, demain s'ils veulent ce territoire, c'est à eux. C'est pareil pour les territoires. Nous devons être aujourd'hui clairs avec nous-mêmes. Donc pour résumer, vous dites on a créé notre État en combat et on doit continuer le combat. Je crois que nous ne pouvons pas nous arrêter de nous battre. Malheureusement, je suis un peu de votre avis. Malheureusement. Mais c'est ça la grande question. Est-ce qu'on donne la main, l'autre main, pour essayer d'engager un processus? Est-ce qu'on donne une chance à ceux qui sont en face de nous? On a donné la chance. D'ailleurs, Sharon a donné la chance. On a évacué Gaza. En quoi? On a évacué Gaza, on a reçu le Hamas. Vous êtes bien placé, ok, et je n'irai pas plus loin que ça, vous étiez très bien placé de savoir qu'aucun des services, aucun des services pouvait imaginer que le Hamas prendra le pouvoir à la bande de Gaza. Mais il l'a pris. Non, attendez. Essayez de vous mettre 2 secondes à la place de Sharon qui a pris cette décision. Imaginons-nous un peu, pour quelques secondes, le rêve que le Hamas n'aurait pas pris pouvoir là-bas. D'accord. Regardez les territoires, la bande de Gaza. Judée-Samarie. Ouais. Regardez cet endroit. Il est très calme. C'est pas grâce à nous. Vous le savez. C'est aussi grâce à nous. Vous savez aussi. Vous savez aussi. Oui, bien sûr. On donne. Mais ceux qui font le travail sur terrain, c'est Abou Mazen et Sega. Grâce à nous, quand même. On le sait. Oui. Le même serait passé au Gaza, s'il serait resté au pouvoir.
Ils ne sont pas restés. Non, mais on ne peut pas résoudre des choses Non, comme ça. ce que Vous je veux dire, savez, c'est que- des leaders font des pas. Ils font des décisions. Oui, mais- C'est ça qui désigne Oui, un mais leader. vous qui êtes- Qui prend une Oui, décision mais- qui semble Oui. détachée complètement. Mais Il essaie, je veux il a dire, tenté. dans les affaires- Imaginez-vous que le OLP serait resté sur place. Écoutez. On serait aujourd'hui dans un rêve. Oui, mais on n'est pas dans un rêve, on est dans un cauchemar. Parce que, Non, voilà. d'accord. Vous savez, dans les d'accord, affaires, vous avez tout à fait raison. on peut prendre Mais des risques. Vous savez, ni Herzog, ni personne, aucun leader israélien ne vous dirait, écoutez, j'arrive tout mou en Non, face d'eux non, de leur donner tout ce qu'ils non, veulent. non. Vous savez, nous avons le bras très, 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 très fort. Vous savez, la paix entre les Palestiniens et Israël ne peut pas se passer aujourd'hui. On est très, très fort, ils sont très, très faibles. Et tant qu'on n'arriverait pas à égaliser lorsqu'on est fort aujourd'hui, ok, imaginez-vous qu'un jour, ça serait vraiment équilibré, que Chas v'Chalila on dit, ok. Aujourd'hui, c'est notre temps de le faire. Aujourd'hui, on est assez fort de se permettre la faiblesse. Je vous dis, écoutez. Aujourd'hui, il faut savoir, ils savent très bien notre force, et de l'autre côté, on doit tendre Juste la main. un mot. Dans les affaires, on peut prendre des risques. On en a pris, vous en avez pris, j'en ai certainement pris également. Lorsqu'on a ce petit État dans les mains, qui est un bijou, qui est fragile, qui a un cœur, avec un peuple qui a souffert depuis des milliers d'années, nous devons être très prudents. Je sais que nous sommes maintenant encore dans les émotions. J'espère que les leaders de demain prendront les bonnes décisions, mais on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur. Et si on tend la main à des gens qui, au lieu de la prendre la main, ils vous la mangent la main, demain, on ne pourra pas nous dire on s'est trompé. On est assez fort pour Vous pas savy, qu'on nous mange la main. On a été très... Il ne faut jamais surestimer soi-même et ni sous-estimer l'ennemi. L'ennemi est peut-être, entre guillemets, en apparence moins fort, il est peut-être aussi plus fort qu'il est. C'est le moment, justement, de prendre l'occasion et d'essayer de pousser. Je pense qu'ils ne sont pas encore prêts pour ça. Je veux rester prêts pour la paix. Je veux rester 10 secondes, allez-y. Je veux rester sur un mot qui dit qu'aucun des leaders aujourd'hui ne peut prendre aucune décision à ce sujet sans qu'il y aura un consensus interne. Donc vous parlez donc d'union nationale peut-être de demain? À mon avis, ils n'auront pas le choix. Donc un remplacement avec les mêmes. Et malheureusement. On n'y est pas encore. D'accord. Alors ça veut dire que dans 2 ans, on est encore là. Peut-être même Merci. avant. Vous reviendrez en tout cas d'ici là. On n'attendra pas 2 ans. Merci Meir Dahan, merci Olivier Rafovitch. On a abordé l'un des sujets importants évidemment, mais c'est pas le seul. Mais il y en a d'autres aussi. Mais celui-ci était important. On n'avait pas beaucoup parlé jusqu'ici. En tout cas, merci à tous les deux. Dans un instant, la suite de notre page spéciale élection. On vous parlera des dernières nouvelles de la campagne sur les réseaux sociaux avec quelques lapsus qui ont fait le buzz. Et puis Yair Lapid, notre invité, dans quelques minutes. À tout de suite. Voilà, retour pour notre page spéciale élection à la Knesset. Le scrutin, on le sait maintenant, c'est dans moins de 48 heures. En tout cas, à cette heure-là, on sera trop proche d'avoir des résultats mardi soir. Je vous rappelle que dans quelques minutes, Yair Lapid, tête de liste Yesh Atid, sera notre invité. Il est l'un, évidemment, des candidats qui peuvent jouer plus que les arbitres dans cette élection. Mais tout d'abord, comme chaque soir, on s'intéresse à la campagne vue sous l'angle des réseaux sociaux, avec beaucoup de buzz ce week-end. C'est un peu l'image de ce qui s'est passé dans les meetings. Bonsoir Myri Maman. Bonsoir Jean-Charles. Alors d'abord avec ce qui s'est passé ce soir, là aussi sans doute cela a dû être commenté, et c'est bien le cas, le discours de Netanyahou, place Rabin. Mais oui, ce rassemblement a évidemment animé les tweetos ce soir, et notamment ce passage des déclarations du Premier ministre. Écoutez. Mes chers amis, dans 2 jours, nous allons devoir nous mobiliser. Chacun est un soldat de cette guerre. Ils ont l'organisation V15. Nous avons une convocation d'urgence. Ils ont V15. Nous avons le peuple avec nous. Ce n'est pas l'argent qui parlera, mais le cœur, l'âme, la croyance.
Oui, donc il dit, nous, la droite, avons le Tsav Shmonet. C'est donc, vous savez, l'appel, la mobilisation des réservistes en temps de guerre. Et la gauche avait 15, c'est cette association qui voudrait un changement à la tête d'Israël. Les internautes de gauche n'ont pas franchement apprécié ces déclarations qui étaient destinées à la droite israélienne. Jean-Charles, on le sait, puisque c'est un rassemblement de droite. Et ils affirment qu'il ne faut pas être fier de pouvoir appeler des réservistes, puisque ça veut dire forcément que c'est la guerre. Alors, Netanyahou encore, qui a fait le buzz hier soir, cette fois, avec ce qui devait être un débat télévisé. Oui, c'était un presque débat, un début de débat, enfin appelez ça comme vous voulez. Le patron de l'Union sioniste, Yitzhak Herzog, était en plateau sur la deuxième chaîne israélienne et en duplex, le Premier ministre, le patron du Likoud. Et vous avez raison de parler de presque débat parce que c'était plutôt ça. Monsieur Benjamin Netanyahou, pendant toute la campagne, Monsieur Herzog vous a appelé à débattre. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêt à participer à ce débat? Nous débattons en ce moment. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, sécuritaires, économiques, sociales. Mais il est là, peut-être qu'il peut lui-même vous poser les questions. Je vous demande si vous êtes prêt à venir demain en studio, il y a du café, et vous asseoir face à Herzog et répondre aux questions. Vous avez des propositions originales. Nous analyserons ça après l'émission. Merci Rina. Vous voyez, encore une fois, le Premier ministre a refusé de débattre avec son principal rival, qui est donc le patron de l'Union sioniste, Yitzhak Herzog. Alors cela a fait réagir également les internautes? Oui, notamment sur Twitter, pour ceux qui ont suivi l'émission en direct. On va le voir tout de suite. Shirley se demande ce que la deuxième chaîne a tenté de faire. Pour elle, ce faux débat est une honte. Une honte pour qui? Alors ça, c'est pas très clair, si c'est pour Netanyahou, Herzog ou pour la deuxième chaîne. Et puis des internautes ont, eux, qualifié les deux candidats aux élections de plutôt mignons. Voilà ce qu'on pouvait dire de ce faux débat. Alors, cet échange a évidemment été commenté, mais ce n'est pas ce qu'ont retenu la plupart des internautes, parce qu'il y a eu un autre passage. Oui, parce qu'en fait, il y a eu un mini-échange quand même, une espèce de... En fait, Netanyahou a attaqué Herzog sur sa position sur Jérusalem. Vous savez que la droite accuse la gauche de vouloir diviser Jérusalem et donner une partie aux Palestiniens. Et c'est justement dans la réponse de Yitzhak Herzog que réside le véritable buzz de ce week-end. Regardez. J'ai aussi une question pour le Premier ministre Netanyahou, mais avant cela, je dirais ceci. La sécurité d'Israël nous est très chère, plus que toute autre chose, et nous avons su la préserver, et nous avons toujours préservé Jérusalem. Celui qui a placé Jérusalem au cœur des débats, c'est Benjamin Netanyahou. Il l'a placé dans chaque élection, et c'est lui qui l'a transformé en polémique internationale inutile. Moi, je garderai une Netanyahou unifiée et sous contrôle israélien. C'est vrai que c'est drôle. C'est drôle, Netanyahou unifié. Voilà, ça a fait rire le Premier ministre, on l'a vu à l'écran. Et ça a beaucoup fait rire la toile aussi. Jean-Charles Sagui écrit sur Twitter, par exemple, c'est moi où Bougie s'est engagé à l'instant de ne pas partager Netanyahou. Et Zéatu a lui écrit dans son tweet que Yitzhak Herzog, il qualifie en fait ce lapsus de véritable ratage de la part d'Yitzhak Herzog. Alors, ce n'a pas été le seul lapsus, malheureusement pour les candidats ce week-end. Maintenant, c'est une candidate qui en a été victime. Oui, aujourd'hui, c'est Ayelet Shaked, numéro 2 sur la liste du foyer juif de Naftali Bennett. Elle était en interview aujourd'hui même sur une radio israélienne religieuse. On lui demande de donner le mot de la fin. Vous savez, comme ça se fait souvent dans les interviews. Voici sa réponse. J'appelle tous ceux qui sont de droite et qui croient en l'État d'Israël à voter pour le Likoud, pour le foyer juif. Voilà, donc elle appelle à appeler le Likoud alors que forcément il fallait qu'elle appelle à appeler pour le foyer juif. Alors elle se reprend un petit peu trop tard, vous l'avez entendu, forcément le journaliste en remet une couche et en rigole beaucoup, la toile aussi d'ailleurs. Les déclarations étaient reprises par les autres médias israéliens évidemment et par les internautes. Ayelet rentre à la maison, écrivent-ils, la maison n'est qu'au Likoud, ou encore Ayelet n'oublie pas de mettre à jour ton smartphone. Voilà, bref, des petites moqueries, rien de bien méchant. Alors on arrête avec les lapsus, c'est plus sérieux maintenant, appel de Netanyahou à Carlon. Exactement, alors Benjamin Netanyahou sur sa page Facebook, parce que vous savez que les politiques israéliens sont très friands eux aussi des réseaux sociaux, donc il appelle le candidat du parti centriste Kulanou, il dit si je suis réélu, vous aurez le ministère des Finances, peu importe le nombre d'ailleurs de sièges que Moshe Carlon obtiendrait. Il a également dit souhaiter que Carlon ne suive pas son second, Yoav Gallant, qui lui a annoncé qu'il se rallierait à l'Union sioniste. Réaction de l'intéressé?
immédiate, évidemment, puisque c'est le principe des réseaux sociaux. Moshe Kahlon rappelle que Benjamin Netanyahou lui avait déjà promis un portefeuille important à l'administration des terres israéliennes il y a 2 ans, qu'il n'a pas tenu cette promesse. Il estime que ce n'est pas une question personnelle, mais que lui appelle à voter pour lui-même et pour Kulanou, parce que, dit-il, plus il aura de poids et plus le prochain gouvernement, qu'il soit d'ailleurs du Likoud ou de l'Union sioniste, sera plus social. Merci beaucoup Miri Maman. Voilà donc pour cette actualité qui effectivement était dense sur les réseaux sociaux parce qu'il s'est passé plein de choses. C'est cette fin de campagne très animée dont on vous parle. On vous retrouvera demain évidemment. On vous rappelle que dans quelques instants, c'est Yair Lapid qui sera notre invité, tête de liste pour Yesh Atid, donc candidat centriste, ancien ministre des Finances de Netanyahou. Et puis comme chaque soir également, un regard sur ces femmes qui font la campagne. On vient de voir qu'elle a fait un gros lapsus aujourd'hui sur une radio israélienne. Il s'agit d'Ayelet Shaked, la numéro 2 du parti Foyer Juif. Elle sera donc juste derrière Naftali Bennett. C'est une des étoiles montantes, dit-on, de la politique en Israël. Elle a des idées bien arrêtées et elle est toujours prête à les défendre. Son portrait signé Tal Shalev avec également Lorraine Tolila. C'est tout de suite sur i24 News. קוראים לי איילת שקד, אני בת 38, נשואה עם 2 ילדים, גרה בתל אביב. קידמתי בכנסת המון חוקים בנושאים מדיניים, לאומיים, כלכליים, חברתיים. אני חברה במפלגת הבית היהודי, מאוד שמחה ומאושרת על כך. עובדת בשיתוף פעולה עם חברי כנסת רבים, ואני מאוד מקווה שבבחירות הקרובות שיגיעו עם ישראל יבחר ממשלה ציונית, ימנית, לאומית, ושהבית היהודי יהיה חלק ממנה. מעצם המהות שלי, אז אני פמיניסטית, כי אני אישה עם קריירה וילדים, ומי שאני, אני פמיניסטית. זה לא איזושהי אג'נדה מובהקת שלי, אבל אני בהחלט, איפה שאני יכולה, אני מאוד אשמח לקדם נשים. אני גאה בזה שהצלחתי להעביר את חוק הגיוס. זו הייתה עבודה מאוד מורכבת, עבדתי מאוד בעדינות, גם עם חרדים, גם עם החילונים. ניסיתי ככה למצוא איזשהו מתווה שכולם יוכלו לחיות איתו, זה היה אתגר מאוד גדול. יש הרבה רגעים שהם לא פשוטים. אני חושבת שקודם כל עבר עלינו תקופה, קמפיין לא פשוט, כי איבדנו את אורי אורבך, זיכרונו לברכה. היה מאוד קשה ככה. ובכלל בקריירה יש רגעים קשים, גם רגעים שעוברים איזושהי התקפה מצד איזשהו ציבור מסוים, התקפה מכוונת והסתה אישית, זה לא קל. אין תפקיד שאישה לא יכולה להיות, אישה יכולה להיות שרה לביטחון פנים, יכולה להיות שרת ביטחון, והיא בוודאי יכולה להיות ראש ממשלה. אין שום מניעה. יש גברים שוביניסטים, זה קיים כמובן בכל חברה. אני חושבת שסך הכל דווקא הציבור היה מאוד פתוח לרעיון הזה. אני חושבת שנשים ביחד יודעות לקדם הרבה דברים. העבודה המשותפת של הנשים בכנסת היא חוצת מפלגות, יש שדולת נשים של כל חברות הכנסת, אנחנו עובדות מצוין ביחד. יש בהחלט אחווה נשית, ואני חושבת זה מצוין, ככל שיהיו יותר נשים בכנסת, כן ייטב. כן, אני משלמת מחיר, זה בא על חשבון הבית, זה בא על חשבון הזמן שלי עם הילדים, זה בא על חשבון בעלי. אני בהחלט משלמת מחיר אישי. אני מצליחה לעשות את זה כי בעלי מדהים והוא עוזר המון, והוא זה אחראי על הבית, שוטף כלים, מוריד כביסה, מטפל בילדים, אבל זה לא אותו דבר, והמשפחה בהחלט נפגעת. את יודעת, הילדים שלי אמרו לי, רק אתמול, די, אמא, אל תלכי לכנס, תבטלי. זה ברור שזה בא על חשבון המשפחה, אבל יחד עם זאת אני מרוצה ולא הייתי מחליפה את זה. L'invité politique ce soir est l'un des personnages clés de cette élection, ancien ministre des Finances et tête de liste pour son parti Yesh Atid. Yair Lapid est avec nous, bonsoir, merci d'être là. Alors, on se souvient, Yair Lapid, qu'en 2013, vous aviez été la surprise de ces élections. Et là, cette année, tout le monde dit que ce sera Moshe Kahlon, qui est un peu votre rival au centre. Ça vous agace? Vous êtes d'accord avec cette présentation? Non, ça ne m'agace pas. C'est bien que le centre grandisse. Une des choses que nous avons toujours dites, c'est qu'en Israël, il y avait pendant 65 ans la gauche et la droite. Aujourd'hui, il y a la gauche, la droite et le centre. Le centre, c'est la majorité du public israélien. C'est naturel qu'il y ait de plus en plus de partis au centre. Plus le centre aura de force, plus il y aura de force pour les modérés, pour les gens logiques. Il y a des différences. Kahlon vient du Likoud, il est plus un satellite du Likoud. Nous sommes plus un centre indépendant.
Mais c'est bon, c'est très bien que les gens modérés rentrent en politique, c'est important, il y a de la place pour tous. Est-ce qu'à votre avis, le centre pourrait devenir un jour le pôle principal de la politique en Israël? C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un gouvernement formé à partir du centre. Est-ce que vous y croyez pour cette fois? Non, je ne fais pas d'évaluation politique, mais il est évident qu'on ne pourra pas monter un gouvernement sans le centre. Et c'est bien parce que cela permettra de calmer les extrêmes. Dans la société israélienne, il y a des extrémistes de droite comme de gauche terribles, avec des voix extrêmement fortes. Et ce n'est qu'un centre équilibré qui puisse rééquilibrer les choses et que nous permette de revenir aux négociations avec les Palestiniens pour qu'il y ait du travail pour les classes moyennes en Israël, de créer un dialogue social qui s'occupe de la vie quotidienne des Israéliens et pas seulement des idées extrémistes. Alors, il y a quand même des différences entre le centre que représente Kahlon et votre centre à vous, à Yesh Atid, Yair Lapid. D'abord, Kahlon dit que vous n'avez pas fait assez pour baisser le prix du logement en Israël. Il dit que, bon, il voudrait prendre votre place, en fait, celle qui était la vôtre. C'est très bien. Moi, je suis désolée que quelqu'un qui crée un nouveau parti, au lieu de dire quel est son programme, s'occupe de dire des choses méchantes sur les autres. Non, c'est pas ma façon de faire. Je pense que c'est bien qu'il soit entré en politique. C'est bien qu'il sème un peu le doute. Mais enfin, bon, après les élections, je pense qu'il réfléchira et comprendra que ce n'est pas la façon de faire. Si vous voulez faire des choses positives, il faut les faire en coopération. Je pense que nous sommes bien plus près que les autres. Ces 2 dernières années, nous avons travaillé sur le budget de 2015. Nous avons terminé un travail de centaines de millions de dollars de préparation, des milliers d'heures de travail. Tout est prêt pour le logement, pour le coût de la vie, pour les budgets de santé, des affaires sociales, des éducations, tout ce qui est important pour qu'il y ait des classes moins surpeuplées et jusqu'à un accord de paix. Tout est prêt à être appliqué. Et ce que nous disons, ce n'est pas de la théorie, c'est un vrai programme d'action pour Israël. Mais aujourd'hui, quand on voit donc que Kahlon lui est prêt à être ministre des Finances chez Netanyahou, sans doute aussi avec Herzog, vous ne pourriez pas, par exemple, retourner travailler avec Netanyahou? Ou est-ce que c'est envisageable? Écoutez, d'abord et avant tout, je pense que c'est pas bien de parler déjà de fonction. Il n'y a pas encore eu d'élection. Je ne m'occupe pas de ce que je serai, de quelle fonction j'aurai. Non, je sais ce que je veux faire et comment je veux travailler pour les citoyens d'Israël. Ça me semble tout beaucoup plus respectable en respectant la démocratie. Et puis, c'est une conception du monde plus juste. D'abord, de faire ce qu'il faut pour les autres et de ne pas vous occuper de votre propre boulot. C'est plus juste de le faire comme ça. Il est trop tôt pour commencer à répartir des portefeuilles et des coalitions. Tout ça, c'est du bruit d'avant 48 heures avant les élections. Tout le monde est sous pression, tout le monde dit des choses qu'il risque de regretter à la fin. Bref, je propose à tous mes collègues politiques de garder leur sang-froid. Je sais qu'on est tous épuisés, c'est la dernière ligne droite, mais il faut quand même, le lendemain des élections, il faudra continuer à travailler. Bon, vous avez une préférence quand même. Il y a bien un des deux que vous préférez et que vous trouvez plus sympathique, plus efficace, Herzog ou Bibi? Écoutez, la raison pour laquelle, et je l'ai dit à plusieurs reprises, je pense que Benjamin Netanyahou ne doit plus être Premier ministre en Israël la prochaine fois. Non pas parce qu'il vient de la droite, non pas parce qu'il est du Likoud. Moi, je viens d'une maison qui était de droite, mais c'est parce qu'il s'en moque. Il a été longtemps Premier ministre, il ne s'est pas occupé du logement, il ne s'est pas occupé du coût de la vie. Et je le connais, j'ai travaillé avec lui. Il ne se préoccupe pas assez du quotidien des Israéliens pour faire quelque chose qui est nécessaire. Et je pense que nos plus grands opposants avouent que nous avons de bonnes intentions et que nous nous occupons des citoyens israéliens. Et je pense que les dirigeants d'Israël doivent s'occuper du public. Et donc, il ne doit pas être le prochain Premier ministre et je pense qu'il ne le sera pas. Mais je ne parlerai pas maintenant d'expliquer pour qui nous sommes, qui nous soutenons. Nous ne sommes le satellite de personne, nous n'accompagnons personne. Le centre israélien, la majorité du public israélien a sa position à tenir. Quand la campagne a commencé, certains vous prédisaient un avenir assez sombre. On disait que vous n'alliez pas avoir beaucoup de voix, que c'était fini ce qui s'était passé en 2013. Là, on voit que dans les derniers sondages, vous êtes quasiment à un niveau qui était celui de 2013, des sondages de 2013. C'est dû à quoi, à votre avis? C'est parce que vous êtes resté sur ces thèmes de campagne qui sont justement ceux du quotidien, de l'économie, du social, qui intéressent les Israéliens?
Je pense que c'est parce que ça a été très différent comme campagne que celle de 2013. D'abord, nous avons dit aux gens et rappelé aux gens ce que nous avons fait ces derniers 1 an et 8 mois quand j'étais ministre des Finances. On a travaillé tellement dur qu'on n'a pas pris le temps d'expliquer ce que nous faisions. Quand on a commencé à leur rappeler, nous avons parlé, après 67 ans, de l'égalité devant le service militaire. On a fait travailler les jeunes orthodoxes qui vivaient au crochet de la société. Nous avons réduit le gouvernement à 18 ministres. Nous avons annulé les ministres sans portefeuille. Nous avons le programme national pour aider les rescapés de l'Holocauste et encore, la liste est longue. Et nous avons rappelé au public ce que nous avons fait pour lui et lui avons demandé de réfléchir de ce que nous avons fait sur 1 an et 8 mois, qu'est-ce que nous réussirions à faire en 4 ans. Et les gens se sont dit, oui, c'est vrai, ils ont travaillé dur pour nous, il faut leur donner encore une chance de le faire. Si jamais vous n'étiez pas dans le prochain gouvernement, on a déjà vu que certaines de vos lois phares, et vous parliez à l'instant de celle justement des juifs orthodoxes qui font l'armée, ce qu'ils ne faisaient pas avant, pourraient disparaître parce que les partis orthodoxes ont déjà dit qu'ils demanderaient le retrait de ces lois. Ça, comment est-ce qu'on peut empêcher ça? Pour vous, est-ce que ce serait terrible de revenir sur ces avancées? Ce sera une catastrophe, pas pour moi, mais pour l'État d'Israël. Et je suis très inquiet parce que tant Netanyahou que Herzog, tous deux promettent déjà aux orthodoxes qu'ils vont annuler cette égalité devant le service militaire, qu'ils vont renoncer à un petit gouvernement et qu'ils vont renoncer à l'imposition de l'étude de l'anglais et des mathématiques dans les écoles orthodoxes. Ils vont ramener les orthodoxes à vivre sur le compte du reste du public. Comment l'éviter? Il y a une seule façon de le faire. Il faut que Yesh Atid soit un grand parti fort pour que toute coalition qui se mette en place préserve aussi tous ces acquis qui ont été ceux de notre parti. Quand vous voyez aujourd'hui Netanyahou se mettre en marche, comme ça, à quelques jours seulement de la campagne, comment vous expliquez qu'il ait refusé finalement de débattre pendant si longtemps et qu'il se réveille seulement maintenant? C'est une faute politique pour vous? Écoutez, je pense que toutes ces élections sont une faute politique. Jusqu'aujourd'hui, personne ne comprend pourquoi il nous a emmenés vers des élections qui a coûté 2 milliards de shekels, qui a jeté le public israélien dans une spirale de colère et qui est complètement inutile. Alors, en réalité, c'est superflu. Tout son comportement, tout son travail est totalement coupé du public israélien et de ses besoins, de ce qui intéresse véritablement le citoyen israélien. Et c'est encore une expression de cela. Il ne comprend pas. Alors, il y aura peut-être donc une coalition, mais c'est même pas sûr, une majorité fiable après les élections de mardi. Vous pensez qu'il faudra revoter encore très vite, ou est-ce qu'on peut, à votre avis, avoir un gouvernement qui dure enfin un peu plus que 2 ans? Écoutez, nous avons proposé une proposition de loi pour que le gouvernement puisse travailler pendant 4 ans, quoi qu'il arrive. Et c'est ce qui est le cas dans beaucoup de pays. Il n'y a qu'en Israël et en Autriche que le Parlement peut démissionner. En Norvège, il y a un régime stable alors qu'il y a une cohabitation. Et ça devrait être le cas aussi en Israël pour pouvoir mener des programmes à bien, des travaux à bien et ne pas constamment attendre les élections de lendemain. Bon, il nous reste quelques secondes. Vous êtes confiant pour mardi? Vous avez l'impression d'avoir fait une bonne campagne? Écoutez, sur la tombe de mon père, il est écrit « Ici était enterré Yosef Tomi Lapid qui a fait de son mieux ». Eh bien, dans mon univers, si vous avez fait de votre mieux, vous pouvez être tranquille. Merci, Yair Lapid. Je rappelle donc que vous êtes la tête de liste pour Yesh Atid et ancien ministre des Finances. Vous serez donc en lice mardi pour ces élections à la Knesset. Le scrutin, maintenant, c'est une question d'heure. Évidemment, on suit ça de très près. Merci d'avoir été notre invité. Bonne soirée et bonne chance.